Mokaev gagne, mais se fait virer de l'UFC. Paddy Pimblett rentre dans le top 15. King Green a un fight IQ négatif. Thomas Pinal, une nouvelle fois expéditif, mais des gens trouvent que c'était une contre-performance. Belal Mohamed vient super bien préparé et prend la ceinture. Dana White est une enflure. Preuve numéro 852. On parle de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Adric, on va faire par ordre chronologique de l'introduction. On va commencer par Mokaev, le cas Mokaev, parce que je ne sais pas si tu as envie de revenir sur le combat. Moi, je trouve que Manel Kape contre Mokaev, il n'y a pas grand-chose à retenir. Allez, si, je voudrais juste revenir sur pour ceux que ça intéresse, donc c'est le site MMA Décision qui donne quasiment dès la fin des événements les cartes des juges. Et je trouvais intéressant et judicieux. Et je te pose une question. Est-ce que Joe Beltran fait une grosse erreur en ne mettant pas un point d'avertissement pour la saisie du short? En fait, pourquoi je te pose cette question? Parce que si Joe Beltran met un point, Mokaev perd. Tout simplement. C'est vrai que c'est un fait de combat. On est à la frontière. Pour moi, on Ouais. est vraiment sur la frontière. On est sur la frontière du point de pénalité. Je vais expliquer pourquoi. C'est volontaire à crever. C'est une faute claire, nette et précise. Et quand c'est volontaire et que ça peut changer la donne du combat, l'arbitre peut mettre un point de pénalité. Je pense qu'il ne le met pas parce qu'il voyait ça comme une double sanction de relever et de mettre le point Et de de faire part de pénalité. la position. Et comme c'est la Et, première fois, comme c'est la première faute qu'il fait du combat, je pense qu'il s'est dit, bah, je relève le combat, il perd sa position, c'est déjà une sanction, je l'avertis, s'il refait une autre faute, je lui mets un point de pénalité plus tard dans le combat. Donc, je dis ça, pense je dis qu'il y ça a en un fait, argument des deux côtés. c'est ça. Je dis ça en fait parce que sur des précédents, ça s'est déjà vu. C'est-à-dire que Mhm. sur de la saisie textile, on a déjà vu un point au moins immédiat sans sommation. Et que 2 des 3 juges donnent 2 rounds à 1 pour Mokaev. Donc ça aurait fait basculer le round en faveur de Manel De cap, Capé ouais. et du coup il gagnait. Donc décision à voir, compliquée. Après non, sur le combat c'est assez, pour être totalement honnête, c'est très soporifique. On a un striker qui fait un bon troisième puisque 2 des 3 juges lui donnent le troisième, mais il y a très peu de volume. Non, non, c'est effectivement. euh, Moi je l'avais dit, ça avait étonné beaucoup de gens. Mais Axel Sola est assez copain avec Mohamed Mokaev. Ils se sont entraînés ensemble. Ils ont été aux IMAF à peu près en même temps. Et en fait, d'ailleurs, Mokaev a déjà été dans le coin d'Axel en Allemagne. Mais ce qui est vraiment détonnant, c'est la différence entre Ils sont plusieurs dans sa tête, en fait. Tu vois, autant avec moi dans le coin, il demandait la permission pour parler. Il était extrêmement martial et bravo coach. Et est-ce que je peux lui dire ça pendant le coin, tu vois? Autant les actions qu'il a fait. Et là, on y vient. Et je sais que tu voulais m'emmener, enfin, tu voulais nous emmener sur ce terrain. La décision. Moi, mon premier fait, c'est que ce gamin a signé trop tôt à l'UFC. Parce que les IMAF, on oublie souvent de dire qu'il ne les a fait qu'en junior. On oublie souvent, tu vois, souvent on entend oui, il était invaincu aux IMAF, il a fait. Non, il n'a pas fait les IMAF. Il n'a pas fait les IMAF. Il a fait les IMAF junior. C'est pas pareil. Ça n'existait même pas quand Axel a commencé à 18 ans ses IMAF à lui. Et c'est très important de le souligner parce que moi, je pense qu'il aurait dû faire 1 ou 2 saisons en IMAF senior parce que là, on voit qu'il commence à arriver à maturité. C'est-à-dire que son stand-up a évolué, mais il est tellement à haut niveau qu'il est obligé d'être ennuyeux parce qu'il n'a pas encore les capacités. En fait, ce gamin est un gâchis à 23 ans, phénoménal parce que tout est allé trop tôt, trop vite, tant au niveau de sa maturité qu'au niveau de son niveau. Donc voilà, c'est désolant. Arrêtez de me mettre le terrain de la religion et de la propagande au milieu. C'est pas du tout pour ça qu'il va être s'il est écarté de l'UFC.
C'est pour les différentes actions qu'il a fait, bagarre à l'UFC Performance Institute. Et c'est pas la première. Je crois qu'il a au moins 5 ou 6 petites altercations au sein de l'UFC. Et Dieu sait qu'ils n'aiment pas ça, même si Conor a surfé là-dessus à une époque et bien d'autres athlètes, hein, mais ils n'aiment pas ça. Moi, je vois la façon dont ils nous préviennent avant, quand ça peut chauffer, quand ça peut déraper. Je vais une anecdote rapide. Ni Manon, ni Mera Shitara ne sont des trash talkers et des coutumières du fait. Et pourtant, elles ont failli un jour se disputer parce qu'elles s'affrontaient et qu'ils les ont fait s'entraîner au même créneau. Franchement, ils m'ont cassé la tête pendant 2 jours avec ça. Donc, Ah, c'est des wow. choses qui ne leur plaisent pas et c'est acté là-dessus. Moi, je refuse de penser que c'est pour un quelconque fait d'ordre religieux ou communautaire qu'il y a ce problème. J'espère, en tant que fan de MMA, qu'il va se régler parce que je pense qu'il mérite d'avoir sa place dans le roadster. Mais effectivement, en termes de conduite et en termes d'action menée, on ne peut pas dire que ça a été exemplaire depuis sa signature. Après, voilà, on sait que l'UFC va aussi protéger certains profils, mais comme tu dis, je pense pas que ce soit religieux, c'est plus combien de fric ils me rapportent. Genre un McGregor et un John Jones, ils vont pouvoir faire autant de conneries qu'ils veulent, ils vont rester à l'UFC, ils vont pas se faire cut. Mokaev, il y avait un certain buzz autour de lui, il y a un certain engagement, mais c'est pas non plus un, voilà, un McGregor ou un John Jones ou un Pereira. C'est pas quelqu'un qui rapporte énormément. Ils se sont permis de l'enlever du pay-per-view. On comprend peut-être maintenant pourquoi. Et clairement, je suis le premier à être réactif pour critiquer l'UFC. De l'autre côté, ce qu'on a entendu de la raison du cut, c'est aussi qu'il est ennuyeux avec les matchmakers. Et moi, pour les événements que j'ai organisés par le passé, je peux vraiment comprendre que quand il y a des coachs, des managers ou des combattants qui sont relous, pour utiliser un terme plus soft que celui que j'ai en tête, t'as pas envie de retravailler avec eux. La différence entre UFC et pas UFC, mes événements, c'est que moi, je faisais pas des contrats d'exclusivité. Donc, je prenais un gars, il m'emmerdait, bah, je le prenais pas à mon événement suivant. Juste pour cette raison-là, et c'est une raison suffisamment solide. Donc ici, je Après, te rejoins. Je trouve ça dommage parce que clairement, je, je sais pas si on peut dire talent gâché. Peut-être qu'il a été trop vite propulsé vers le top, ce qui l'amène à avoir des combats très serrés par rapport au niveau qu'il a. La réalité, c'est aussi qu'il reste invaincu et que maintenant, il est top 5 mondial. mais c'est ça, mais Indiscutablement. en fait, tu sais, la trajectoire d'un athlète comme ça se calcule. Et en fait, je trouve elle se calcule avec la donnée la plus importante, c'est la marge de progression. Et quand tu vois que son striking, Hmm. la façon dont il a évolué en 2 ans, en sachant que ces 2 ans, elles ont été polluées par une très grosse blessure au genou, parce qu'en vrai, ce athlète de 23 ans a tout pour être un des meilleurs combattants flyweight de la planète. Il a le gabarit, il a l'évolution, il a le mental. Parce que quand on voit la clé de genou qu'il a pris et la douleur, parce que tu as des clés, tu te fais endormir. On va en revenir tout à l'heure avec notre ami King Green. T'as vu, je me suis entraîné à le dire. Comme j'ai vu que tu galérais à le dire sur un podcast, je me suis un petit peu entraîné. Merci pour Mais, moi. en fait, quand un triangle, tu tapes pas, tu dors. Voilà, fin du game. Et pareil pour un RNC ou un Mataléon, appelez-le comme vous voulez. Mais ce n'est pas des techniques qui sont douloureuses. Par contre, se faire tordre le genou de façon antagoniste volontairement sur une clé qui dure peut-être une quarantaine de secondes, ouais, il faut un gros mental. Donc, on n'est pas là pour. Mais honnêtement, cet athlète a tout pour devenir, ou avait, si malheureusement c'est terminé vraiment, pour être un des meilleurs flyweight de la planète, et surtout qu'il n'a que 23 ans. Mais voilà, trop tôt. Parce que oui, mais il y en a qui vont me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis que il est dans le top 5 mondial et peut-être qu'il battait Pantoja? Ben, on ne saura jamais. Et en plus, du coup, à un an près, il aurait été et meilleur, et plus spectaculaire, et plus efficient. Donc, je suis persuadé d'être dans le juste à ce niveau-là. C'est trop tôt. Le mec se repose sur sa lutte et est obligé de faire des combats extrêmement calculés parce qu'il n'a pas encore toutes les armes, tant au sol. C'est pareil. Hein. Aujourd'hui, ce gars-là a un gabarit exceptionnel. Il est athlétique. Il va vite sur ses déplacements. Son pied-point progresse. Et on parle du sol. Le sol, ça ne va pas encore. Regarde comme il se fait renverser au 3e sur le rolling knee bar de Manel Cap. Tu sens qu'il est encore très tendre sur cette partie-là aussi du jeu.
Et donc voilà, ça me donne, je pense, raison. C'est trop tôt. Je pense qu'à 25 ans, ça aurait pu être le GOAT de la KT. Si tu prends ton temps et que tu l'amènes à l'UFC maintenant, c'est maintenant qu'il aurait dû démarrer à l'UFC pour se faire la main, pour évoluer avec des athlètes d'une moins grande envergure et pour prendre confiance. Et maintenant, voilà où on en est. Moi, j'espère qu'on le reverra parce que j'ai envie quand même de voir. J'ai envie de le voir contre un Moreno ou contre un Pantoja. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Maintenant, on sait qu'en général, quand Dana parle, c'est extrêmement rare que ça fasse retour en arrière. En plus, moi, je ne l'ai jamais vu dans le clan Khabib, parce que le seul qui, je pense, à mon humble avis, aurait pu éventuellement essayer de sauver son scalp, c'était un Khabib. Et pour avoir vu quand Manon était à l'UFC Abu Dhabi, et on va y revenir note bien, Abu Dhabi, je voudrais qu'on en reparle dans 5 minutes sur le prochain sujet parce que depuis notre dernier podcast sur les créneaux horaires, j'ai rebossé un peu dessus, mais je ne l'ai jamais trop vu dans le clan Islam Khabib. Donc je pense que malheureusement, ça me paraît compliqué pour la suite. Ouais, tu l'as souligné. Dana White, bon, ça lui arrive de dire des trucs et puis ça s'avère pas vrai du tout, ou des fausses promesses ou l'inverse, on verra jamais de femme à l'UFC et puis 3 ans plus tard avec Ronda Rousey ça arrive. Mais sur ce genre de réflexion, le PFL, bonne chance à vous avec Mokaev. Je crois pas que ce soit des paroles en l'air et donc c'est un peu, c'est un peu malheureux parce que clairement ça fait partie des gros talents, ça fait partie des noms qui auraient pu continuer à donner un coup de boost à cette division flyweight. Moi j'adore cette division. L'UFC veut absolument pas la mettre en avant. Et si en plus de ça, on perd un Mokaev qui a son niveau top 5 maintenant, qui a un jeune âge, qui peut être mis en avant d'un point de vue marketing, s'il saute, c'est dommage. Mais de l'autre côté, voilà, on n'a pas l'envers du décor. S'il est ingérable pour les matchmakers, s'il est ingérable pour l'UFC, ça peut aussi se comprendre. Il n'avait pas encore la position d'avoir beaucoup de leviers de négociation avec l'UFC, au même titre que certains rares combattants peuvent avoir. Ok, Paddy Pimblett, à moins que tu veuilles revenir sur Abu Dhabi, Ouais, juste un on peut tout petit passer truc. au combat Un tout de... petit truc avant de parler de Paddy. Globalement, est-ce que tu es comme la critique générale est-ce que tu penses que cette UFC a été un petit peu ennuyeux sur la majorité? Je ne parle pas de certains combats, je parle de la majorité. Et que ça allait beaucoup à la décision. Quel est ton avis là-dessus? Ah, moi, Dana White est toujours dans l'exagération. Genre, il dit il y a eu 7 décisions consécutives, mais décision ne veut pas dire combat ennuyeux. On va y revenir quand on parlera du combat principal. Moi, je l'ai apprécié. Il faut juste savoir à quoi s'attendre. Quand tu fais une fight card et que tu regardes les combats, tu mets ton curseur de tes attentes sur base du matchmaking qui a été fait. Voilà, sur Leon Edwards contre Belal Mohamed, honnêtement, je pense que les gens devraient s'attendre à pire et auraient dû être surpris positivement par le combat qu'on a eu. C'est un exemple. Et je trouve que sur l'ensemble de l'UFC 304, c'est clairement pas la carte qu'on va retenir. C'est clairement pas la carte qu'on va regarder 3 fois consécutivement. Mais ça allait. Par contre, t'es l'UFC. Ta ligne de conduite, c'est proposer les meilleurs combattants, donc les plus beaux combats de ton sport. Pourquoi est-ce que tu proposes des grosses cartes de nuit et pourquoi est-ce que tu proposes des grosses cartes en altitude? C'est quelque chose que je comprendrai jamais. Les événements à Denver, ok, Denver c'est historique, l'UFC 1 c'était à Denver, il y a un côté historique, mais chaque fois que ça va en altitude, ben, il y a une partie des combattants qui sont pas bien préparés à ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de se préparer à ça. Et on en avait parlé sur notre coach show, comment se préparer à combattre de nuit, c'est une galère. Est-ce que cet Ouais, UFC 304 aurait été de meilleure qualité s'il avait eu aux heures normales? Sûr à 100%. je suis d'accord avec Pas toi. le moindre doute d'hésitation. Est-ce que Je c'était voulais... nul pour autant? C'était pas nul. Mais Non, mais c'était moins bien que ce qu'on aurait pu avoir. Au même avec le titre que toutes les cartes casting, en altitude auraient été mieux à sea level. je suis d'accord avec toi. Avec le casting qu'il y avait, la carte peut pas être nulle. Mais quand on a fait le podcast pour parler un petit peu de ça, le coach talk il y a 3 semaines, après je me suis réintéressé à ça en me disant, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder Qatar Holloway, qui était le fameux événement. Parce qu'il y a finalement des précédents comme ça avec des cartes de nuit, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu il y a quelques années avec les premiers UFC numérotés en Angleterre, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Donc je me suis dit, je vais regarder Qatar Holloway, qui était un événement de 10 combats qui s'est passé le 14 janvier 2021 et que j'ai vu moi, alors pas en direct, j'étais à l'hôtel, mais j'étais sur place que Manon combattait le 21. Il y avait quasiment 3 événements en 10 jours.
Et effectivement, 7 décisions également sur 10 combats avec, et là, sachant que c'est 9 sur 14, si je dis pas de bêtises, avec des combats et des athlètes qui étaient un petit peu effectivement amoindris par le créneau horaire. Mais c'était juste une petite comparaison pour aller dans ce qu'on disait, dans ce qu'on avait dit lors de ce coach talk. Alors, tu m'as embrayé sur quoi? Tu m'as dit Pimblet, on y va? Yes. Alors, Alors, Pimblet, selon moi. Ah, vas-y. vas-y. Je te laisse la route. Ah bah écoute, moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, Bobby Green a le fight IQ de mon petit chat qui a 6 mois. En dehors de ce fait de combat, j'ai trouvé Paddy, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu. Il sortait d'un combat pas exceptionnel, disons-le clairement. Il y a eu pas mal de pépins physiques. Il était en buzz total et il y a plein de gens qui sont passés devant lui, dont Benoît Saint-Denis et plein d'autres lightweight. Donc c'était un combat, à mon avis, avec beaucoup de pression. Et je l'ai trouvé bien debout. Et le comparatif avec Aspinall est intéressant. Paddy vient pas de la boxe et ses entrées étaient très bonnes et justes. Que ce soit en low kick, que ce soit en jab. J'ai trouvé ses entrées de boxe hyper clean et gênant, malgré qu'en face, on avait un striker, Bobby Green, enfin King Green, qui est très bon dans ce domaine. Donc, non, franchement, tout le monde s'attendait à ce qu'il cherche la lutte prématurément et c'est King Green qui l'a cherché. Ses entrées étaient bonnes. Je pense qu'il a fait un travail de sape qui a commencé déjà à porter ses fruits en low kick. Moi, j'ai trouvé ça. Je pense qu'on l'a. La critique, hein, quand je dis moi, j'ai jamais dit du mal de lui, mais pareil, je pense qu'il y a de très très gros progrès qui se sont faits en striking depuis quelques années. Et ouais, il est costaud quand même. Hein. Tu as vu, il y avait une différence de gab quand même importante qui m'avait beaucoup moins choqué quand il a pris Islam. Où, franchement, il est costaud, pas dit. Hein. C'est un des gros lightweight quand même avec Benoît, avec Islam et bien d'autres. Mais il est costaud physiquement. Ses entrées étaient bonnes. Il a parfaitement. Quand l'autre est rentré en lutte, il a joué avec. Guillotine, triangle, c'était magnifique. Et on sait qu'il a un très très haut niveau au sol. Bon, on n'en sait pas plus sur sa lutte en chaîne, mais par contre, sur son striking, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien parce que j'avais peur de manquer de respect à Paddy dans mon analyse et de décrédibiliser sa victoire. Lui est venu bien préparé, il a fait un bon travail, comme tu l'as dit, le travail de Sapp était bon, son approche du combat était bonne, kicking range contre King Green, c'est ça qu'il devait faire. On en avait parlé avec Brian dans notre analyse. La stratégie de Paddy Pimblett, ça devait être de Paddy Pimblett, ça devait être all the way out ou all the way in. Et alors, paradoxalement, c'est King Green qui est venu avec cette stratégie. Il était en mode je vais rester au kicking range contre Paddy Pimblett, alors que la force de King Green, c'est clairement le boxing range. Et le défaut de Paddy Pimblett qu'on a pu voir jusqu'à présent à l'UFC, c'est le boxing range. Il n'a pas cherché à l'obtenir. Et c'est lui qui a cherché à amener au sol 2 fois. La première fois sur le premier low kick où il essaye d'attraper, il n'a pas un bon timing. Déjà là, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu essayes d'attraper le kick de Paddy, surtout qu'on voyait que c'était pour lutter derrière, pas pour envoyer son direct derrière à la Anderson Silva contre James Irvine. Et puis, plus tard, il shoot en lutte, limite, il se met lui-même dans la guillotine. Et quand il est dans le triangle, bon, tu seras meilleur que moi pour analyser ça, mais pour moi, il s'étouffe lui-même. Il part du mauvais côté. On est d'accord, il défend du mauvais côté. Honnêtement, sur la phase de scramble et de préhension, il n'y a rien qui va. C'est d'un niveau assez bas. Maintenant, il nous a jamais habitués à des trucs exceptionnels au sol, disons-le clairement. Hein. Moi, je sais même pas. Il y a des combattants, en fait, j'aimerais avoir juste un petit espion pour savoir comment ils s'entraînent, mais je suis pas persuadé. Je pense que entre Justin Gage et King Green, le tapis de grappling, il doit pas être usé très souvent. Hein. Faut être vraiment honnête. Hein. Ouais, c'est clair. Et là, franchement, j'étais choqué parce que, allez, moi, quand je vais finir mon triangle, mon premier réflexe, c'est de créer un angle du côté de mon genou isolé, pas du côté de mon lock, pas du côté de mon triangle. Et Green a mis son corps lui-même du côté du genou isolé de Pimblett, donc il se met lui-même plus de pression au sein du triangle. J'ai trouvé ça dommage. Enfin, dommage.
J'ai trouvé ça nul en fait pour un gars qui a le numéro 15 à côté de lui dans une grosse division telle que la lightweight. J'ai été un peu négativement surpris par ça. Mais en tout cas, voilà, respect à Paddy Pimblett qui rentre dans le top Ouais. 15. Et je pense que pour lui, il y a pas mal de combats très intéressants dans ce top 15. Il a fait un call-out de Renato Moicano, assez bizarre. Genre, il savait pas qu'il combattait contre BSD. On verra. On verra. Mais en tout cas, voilà, moi, je doutais de son entrée dans le top 15. Eh ben, il m'a fait mentir et c'est ça qu'on aime bien aussi en MMA, c'est quand on nous fait mentir avec une belle progression, tu l'as souligné. On a un Paddy Pimblett qui continue de grandir, qui répond à l'appel par rapport au niveau qu'on lui met en face. Et donc voilà, il le soumet au premier round, ça reste une belle performance. J'ai pas envie de décrédibiliser sa victoire juste parce que King Green, j'ai l'appelé Robert, hein, comme Robert Green a pas été terrible dans ce combat. Parlons de Thomas Spinal, on passe au co-main event. Donc évidemment, combat très expéditif, mais on a pas mal de gens qui ont voulu rebondir dessus en se disant il s'est fait toucher 4 fois sur le combat. Du coup, s'il avait été contre Cyril Gane, il aurait perdu. Est-ce qu'on remet un peu les pendules à l'heure? Genre, tous les combattants qui rentrent dans une cage, aussi bon sois-tu en défense de pied-point, tu vas te faire toucher. Tu vas te faire toucher. C'était pas Oui, sa meilleure performance, je suis d'accord, mais de là à tirer des conclusions pareilles. non, mais non, clairement. Les entrées qu'il a proposées n'étaient pas opti. Voilà, ça c'est une réalité et il faut le dire. Et elles sont au nombre de 4, si je les ai bien comptées. Et effectivement, il nous a habitués à mieux là-dessus. Après, ben, moi je reste quand même perplexe depuis son retour de blessure. Contre Pavlovic, il met le KO, ça nous fait tout oublier, mais pareil, le footwork et la distance, c'est pas opti. Rappelle-toi, il se fait toucher aussi hein, contre Pavlovic à un moment. Euh, Est-ce qu'il a récupéré toute sa mobilité depuis qu'il a eu cette très grave blessure au genou? Il faut se rappeler qu'il est resté coincé le genou. Il y a eu un problème au niveau du ménisque. Il y a eu un problème. Il y a eu beaucoup de problèmes sur ce genou. C'est pas une simple rupture des croisés. Il y a eu le mécanisme a été vraiment fort impacté. Et je n'ai pas l'impression qu'il a repris toute sa mobilité depuis. Ça, j'ai pas d'inside, hein, c'est ma simple spéculation. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Que quand Blade prend un coup, il n'a pas de menton. Ça, on le savait aussi. Mais Que Aspinal en a un. Aspinal a un voilà. menton. Ouais. Y a avec notre œil à nous de coach, il y a pas mal comment dire, d'enseignements à tirer de cette soirée, de très mauvais en parlant de King Green, à très très bon, et on y reviendra pour le Belal parce que l'adaptation est magnifique. Là, tu as l'impression, en fait, soit il n'écoute pas son coin, parce que tu sais, il est resté dans une team un peu familiale, Blade. Pour ceux qui ont regardé l'Unbledded, on se rend bien compte, tu vois, il est dans une team qui est autour de lui et qui est là depuis ses débuts. Et pourtant, le mec est hyper axé pied-point et pour avoir écouté ses interviews de son head coach, ça m'a l'air d'être quelqu'un de hyper intéressant. Mais enfin, à chaque fois qu'il prend un mec qui a du punch, il perd. Fais-le lutter. Je comprends pas en fait. C'est pas grave de pas avoir de menton. Essaye de ramener le combat à égalité entre guillemets en usant prématurément la ceinture scapulaire, les épaules du gars qui est en face pour essayer de diminuer son punch, quitte à faire du scramble, à rater tes attaques, à te retrouver à 4 pattes en dessous. Mais voilà, tu génères de la fatigue de façon surtout, on sait qu'en poids lourd, elle peut arriver, cette fatigue assez rapidement. Mais là, à chaque fois qu'il prend un striker, c'est la même copie. Il démarre en striking, il se fait toucher, il tombe. C'est quand même dingue. Ouais, il se fait avoir. Bon, ici, je spécule, mais dans le premier combat, ça a duré 15 secondes. Il était à l'aise debout. Et on a un John Jones qui avait tweeté là-dessus à 2 cm près à 1 cm. Mais on sait, à très haut niveau, 2 cm, c'est énorme de rater ta frappe. Ça fait peur, certes, en poids lourd. Mais je crois qu'il a pris aisance là-dessus. Et quand il est rentré dans ce deuxième combat, bah oui, il a touché Aspinal sur quelques échanges. Et donc, il a de nouveau pris confiance et il s'est dit, ah, c'est bon, je vais l'avoir debout. C'est une erreur. Quand tu es face à un striker de haut niveau, comme un Pereira ou ici Aspinal, c'est un très bon striker. Ben oui, tu vas le toucher, mais si tu le fais pas tomber, il va te faire tomber avant toi. Comme tu l'as dit, Aspinal, depuis son retour de blessure, contre Tibura, il se fait toucher. Contre Pavlovic, il se fait toucher et il tombe pas. Et toi, tu crois que tu vas le faire tomber alors que tu n'as jamais mis de KO clean dans ta carrière, alors que Pavlovic, c'est une machine pour ça. Non, évidemment, il a encaissé ses frappes. Et je te rejoins, les entrées n'étaient pas exceptionnelles. À un moment, la seule action au clinch, tu vois sprinter pour aller chercher le clinch, c'était assez bizarre. Moi, j'ai l'impression que, et je reviens là-dessus parce que c'est du début de carrière de Aspinal,
Aspinal, au début, il disait je veux pas monter les échelons trop vite. Je pense qu'il y a un léger problème de confiance en lui chez Aspinal. Et ça se ressent dans ses combats, ses victoires expéditives. Et c'est un avantage qui peut être un inconvénient. Ce manque de confiance le rend très opportuniste. Là, tu vois, il touche sur son jab. Il y a son direct qui rate, mais il y a un knockdown sur son jab. Donc, il a vraiment et les points dans le saut Ah ouais. vide. Ça fonctionne super bien. J'ai aussi fait ça, mettre mes points dans un saut vide. Mais il le touche dès qu'il tombe. T'as vu comment il sprint sur lui et puis la vitesse des frappes pour un poids lourd, c'est incroyable. Il avait fait la même chose contre Bodo, il avait fait la même chose contre Arlovski. Il fait ça souvent. Il veut en découdre rapidement. Et j'ai cette impression, on en avait une fois parlé avec Brian, tu vois, quand il célèbre ses victoires aussi, il y a toute son émotion qui ressort, c'est quand tu as un petit manque de confiance en toi, tu es trop conscient que tu peux perdre un combat. Et ici, je pense que c'était un peu pareil. Il a précipité certaines entrées parce il voulait que ce combat aille vite. Et je pense, là c'est une théorie, je pense que la première fois que ça ira à la décision pour Thomas Spinal, ce sera une défaite pour lui. Écoute, les entrées sont pas ouf. Est-ce que c'est depuis. Il faut que je me replonge dessus, mais je vais le faire. On en reparlera sur un coach talk. Je vais aller regarder avant la blessure et après la blessure, mais il me semble qu'il a jamais été ouf là-dessus, mais je vais quand même aller vérifier. Contre Volkov, il a un Les super entrées ne sont timing. pas ouf. Oui, enfin, Volkov, il fait un shoot dans les jambes, donc ça, on sait qu'il est à l'aise là-dessus. Parce que, ok, il est arrivé à l'UFC, on a dit, ouais, il a fait partie du camp de Tyson Fury pour ceci, pour cela, mais il n'a pas non plus 500 combats d'anglaise et on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. On l'a tout de suite catégorisé comme un gros boxeur parce que il y avait Tyson qui a dit qu'il a fait partie de son camp. Mm. Moi, je veux bien, hein, mais pour le moment, j'ai jamais vu ce qu'est capable de faire Cyril Gane en poids lourd, c'est-à-dire être capable vraiment de planter un appui, de faire une feinte et de générer ton jab sans mouvement de pied, avec mouvement de pied, en avançant, en reculant. Ça, pour moi, c'est voilà, c'est ça qui fait la qualité d'un striker, et particulièrement en poids lourd. Et ça, pour l'instant, je ne l'ai jamais vu, moi, là-dessus. On l'a vu à l'aise en boxe, mais par contre, quand il s'agit de shooter dans les jambes, là, oui. Là, tu vois le grappleur, lutteur, effectivement, contre Volkov. Mais sur un timing vraiment 1-2, avec petit décalage, prise d'angle, j'ai pas souvenir. Je vais creuser. On en parlera sur un coach talk, mais sur les déplacements, effectivement. Mais c'est important ce qu'on dit, parce que pour des affrontements hypothétiques contre Cyril, contre Jones, contre Pereira, là, il a raté 4 entrées. Bon, c'est pas dommageable parce que Blade, on sait que c'est pas un puncher. Mais contre un mec qui est vraiment capable de te faire mal, ça peut être dommageable. Ça peut vraiment être dommageable. D'un autre côté, il y a ce timing de lutte qu'il a et qu'il est le seul à avoir. Pour moi, il est meilleur que Blade là-dessus. Malgré que Blade soit vraiment un vrai lutteur, le timing de lutte d'Aspinal, boxe-lutte, meilleur que Blade. Et donc, ça peut aussi le sauver sur d'autres combats. Ça dépendra du game plan et de ce qui est mis en place autour de ça. Ouais, et par contre, il est super efficace. C'est juste ça. De temps en temps, on le dit souvent, t'as pas besoin de la boxe la plus propre de ta division pour dominer. Et la réalité, c'est que moi, j'aime bien la boxe d'Aspinal. Ça travaille beaucoup en in and out. C'est vrai que là, il avait peut-être un mauvais calcul sur ses entrées. C'est peut-être parce que Blades aussi avait des mouvements avant-arrière et donc il jaugeait mal. Alors que contre un Pavlovich ou un Volkov qui sont un peu plus ancrés dans le sol, il a fait des meilleures entrées. Donc il y a peut-être ça là-dessus. Et donc c'est vrai que ça peut un peu poser des questions par rapport à un Cyril Gane qui est aussi sur des entrées et sorties, qui a plus l'habitude de ça, sera peut-être plus quali. Mais moi, je pense qu'un Spinal viendrait pour lutter, Cyril. C'est pour ça que les gens qui disent ouais, Cyril aurait gagné ce combat. Non, Aspinal serait venu avec une autre stratégie, les gars. On peut pas comparer comme ça. Ça, c'est non. Je dis pas que Cyril perd contre Aspinal, mais tirer du combat Aspinal Blades une victoire de Gane contre Aspinal, c'est ridicule. Voilà, je vais dire comme ça, tout simplement. Non, mais t'as raison. Par contre, il faut parler de ça. Aspinal a donné une petite idée là en conférence de presse d'après-combat de faire un super tournoi poids lourd sur une soirée au Madison Square Garden avec Jones contre Miocic et lui contre Pereira et les vainqueurs se rencontrent le même soir. Alors, j'aime bien le format tournoi, mais aujourd'hui que le MMA est un sport à part entière, je préfère que le tournoi soit sur 2 événements, avec 2 mois d'écart entre. Ce sont des poids lourds, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de déshydratation. Donc tu peux combattre en novembre et tu peux recombattre en janvier, ce qui permettrait d'avoir une finale où les 2 combattants sont bien préparés par rapport au profil adverse. Cette idée me plaît énormément, mais pas sur une soirée. Ouais, puis attends, un Pereira, il combat de façon hyper récurrente, ça me choque pas. Aspinal non plus.
Par contre, les deux dinosaures cités précédemment, ils combattent une fois tous les 3 ans. Alors, tu veux un tournoi, tu veux la finale du tournoi en 2028, toi, Non, Chris? On sera vieux, hein, déjà. mais non, moi ce que j'aimerais bien, c'est que tu aies ça au 309, donc au Madison Square Garden en novembre, et la finale au 311 en janvier. Ça forcerait justement nos deux inactifs à être actifs pour leur fin de carrière. Je trouverais ça magnifique. Moi, je crois, La moi, je probabilité, elle est crois que quasi Stipe, nulle, mais moi, Moi, je crois que Stipe, il lui reste un camp, hein, parce que je trouve qu'il dépérit. Alors, le terme n'est pas joli, dépérit, mais je m'en excuse pour les fans de Stipe, mais ouais, je trouve vraiment que de mois en mois, quand on le voit en tribune et tout, tu commences à avoir du mal à l'imaginer sur la longueur. Tu sens hmm. qu'il s'agit du dernier. Et je sais même pas quel Stipe on va voir sur un soir. Alors, pense un petit peu s'il faut remettre la machine en route derrière. L'idée est belle, mais, euh, mais déjà, je te dirais ce que j'en pense quand j'aurais vu Stipe sur pied prêt à se battre. John Ouais, Jones, mais j'ai aucun doute. justement, j'ai un argument qui va te faire changer d'avis. En fait, c'est très simple. C'est demi-finale, finale. Donc, soit Stipe perd en demi-finale et on s'en fout de ce qui vaudra dans un deuxième combat parce qu'il en fera pas de deuxième. Soit il bat John Jones. Et du coup, tu as ta réponse. Il mérite une place en finale 2 mois plus tard. Sauf si c'est une blessure après 15 secondes de Ouais, John c'est Jones. ça. Mais tu vois ce que je veux dire? S'il y en a un Stipe qui bat John Jones, Non, mais ben moi, l'idée ça va me est ouf. motiver à le voir en finale contre le vainqueur Aspinal Pereira 2 mois plus tard. Après, attends. L'idée est ouf. Moi, alors, ok, manifestement, ils s'aiment pas. Ok. Mais si Cyril, il bat Volkov en octobre, et j'ai pas de doute là-dessus, je trouve que c'est mettre un peu de côté Cyril Gann. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, je vois pas pourquoi Cyril n'a pas sa place dans ce tournoi. Pereira, il a parlé de monter en heavyweight. Effectivement, c'est crédible et tout ça. Après, on a vu un Volkov extrêmement bon contre Pavlovich. Si Cyril fait la div contre Volkov, il mérite de rentrer dans ce débat. Après, on a compris qu'ils s'aimaient pas les deux et qu'il lui ferait pas du tout de pub et qu'il fera même tout pour lui faire chier. Ça, c'est une évidence. Mais bon, après, il peut kiffer parce que quoi qu'on en dise, même s'il n'y a pas 4 entrées, finir au premier round et continuer à terminer ses combats à la vitesse où il le fait, il y a de quoi demander des choses et il y a de quoi être exaucé quand même parce que là on chipote un peu. C'est-à-dire qu'au Oui, parce que final, il faut pas oublier que l'UFC, il y a le côté sportif et puis il y a le côté marketing. Pereira dans le tournoi, sorry les gars, ça vend plus que évidemment, Cyril Gann dans le tournoi. évidemment. Cyril est apprécié à l'international, mais Pereira, c'est le nouveau visage de l'UFC. On peut quasi Non, et dire puis ça. attends, Euh, Blade, des mecs qui l'ont descendu comme ça aussi vite, il n'y a que Francis, hein. Donc, il a perdu d'autres combats par KO, mais comme ça, avec aussi, entre guillemets, de facilité, parce que là, on parle d'un jab. Il l'a couché sur un jab. Franchement, la méthode de l'essence, elle marche bien, hein, parce que franchement, non, non, ce qu'il fait, là, on chipote sur les entrées parce qu'on spécule sur d'autres combats. Mais ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait à Pavlovic, ce qu'il a fait à Curtis Blade, franchement, là, t'imagines que la seule défaite qu'il a, c'est parce qu'il s'est pété le genou, quoi, à l'UFC. Ce qui fait, le run qu'il est en train de faire est exceptionnel. Et mhm. maintenant, le problème, c'est que sa parole, elle va commencer à porter parce que c'est fort. Ce qu'il fait est fort. Voilà, il n'y a Bien rien sûr. d'autre à dire. Ouais, et c'est pour ça, le format de tournoi, je pense que ça peut plaire à l'UFC, parce que tu dis, en fait, l'idée qu'ils ont, si on le fait pas sur un soir, mais si on le fait sur 2 pay-per-view qui sont assez rapprochés, par exemple 2 mois d'écart, comme je le propose, tu as 2 super gros pay-per-view avec un énormissime, parce que une finale, ça se vend super bien si tu as eu 2 demi-finales le même soir. Alors, le seul bémol pour Cyril, au-delà du côté marketing, où Pereira vend plus que Cyril, c'est aussi la temporalité. Si tu fais les demi-finales en novembre au Madison Square Garden, en tant qu'UFC, tu peux pas attendre le C'est vainqueur ça. Volkov-Cyril pour pouvoir l'annoncer. Tu dois déjà l'annoncer Non, non, mais t'as préalablement. raison. Après, encore une fois, la probabilité est super faible. L'idée est super bonne. Je crois que Dana White, il va sourire en disant ah, c'est une bonne idée, mais un John Jones ne va pas signer ça. On verra, mais c'est vrai que je pense que la parole d'Aspinal, elle va commencer à compter là, avec les, Ouais. les, les performances qu'il est en train de faire, mais on verra un petit peu la faisabilité dans les mois à venir. Mais par contre, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on a un Spinal qui peut clairement s'asseoir sur cette ceinture intérimaire et attendre le vainqueur Jones Miocic et le prendre en février-mars. Et il fait un call-out en soi. Il fait un call-out pour combattre en novembre et remettre potentiellement sa ceinture en jeu. Parce que là, il est à une victoire d'unifier les titres. Et là, son call-out, ça le met à 2 victoires.
le même soir selon sa proposition, mais tout de même. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Ok, main event. Edwards gagne la dernière minute de chaque round, mais il perd le combat. Comme quoi, il faut gagner les rounds, il faut pas gagner les dernières minutes. On va d'abord parler de Belal Mohamed. J'ai vraiment envie de prendre du temps sur le respect qu'il faut lui donner. Il est venu super bien préparé. Il a une stratégie aux petits oignons qui a très bien fonctionné. Il a fait des bons ajustements dans le combat. Il a simplement été meilleur que Leon Edwards. Il y a eu quelques moments de frayeur dont on va pouvoir parler par rapport à justement comment prendre les rounds, s'assurer de gagner à la décision. Dans un monde parallèle, des juges peuvent donner le 48-47 à Leon Edwards. Je sais que je tire ça par les cheveux. Je vais peut-être en parler maintenant. Il y a un juge qui donne le premier round à Leon Edwards. Tous les juges donnent le troisième round à Leon Edwards. Et à peu de choses près, tu as un argument pour donner le cinquième round à Leon Edwards. Donc pour moi, la victoire, elle est clairement méritée et très convaincante de la part de Belal Mohamed. Mais il a un tout petit peu joué avec le feu par un petit excès de contrôle, de favoriser le contrôle plutôt que production offensive. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, première des choses, le travail. Tu te rappelles, hein, le combat il y a 3 ans, il y a quand même un gap très important entre les deux, on le voit. Même si, et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de me faire confiance. Il y a juste besoin de vérifier la décision de l'UFC. Normalement, quand il y a un eye poke et que le combat est no contest à cause de ça, ils font la revanche. Là, il y avait tellement eu d'écart dans les momentum, dans les actions et dans ce qui était en train de se dérouler autour de ce combat qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de le faire. Donc là, quand on voit l'adaptabilité dans le footwork, dans les techniques employées, on sait que Léon, il aime bien faire ses défenses un peu à la Floyd Mayweather, mais c'est pas du Floyd, mais c'est un peu de la défense comme ça avec le bras en l'air. Il y avait l'uppercut, il y avait ce genre de truc là. Ouais. Il y avait l'uppercut qui a été extrêmement bien travaillé avec le shoot dans les jambes derrière. En termes d'adaptation technico-tactique, le coach de Belal a fait une dinguerie. Et il faut le souligner. Ça, c'est validé. Je te rejoins sur le premier round. Je le trouve serré. Et effectivement, il peut, s'il va, je le donne à Leon Edwards sans aucun problème. Le deuxième round, fait de combat. Technique illégale ou pas technique illégale. Là, pareil, j'ai vu le combat 3 fois. Je ne me suis pas encore replongé dans le règlement de la commission athlétique du Nevada, mais il y a une projo sur la tête. Net. Je peux oui, voilà. Donc ici, en tout cas, à la fédération belge de MMA, c'était clairement expliqué quand on faisait les réunions pour devenir juge. Cette technique, on la décomposait. On dit, elle est interdite si c'est volontaire. Donc, si tu soulèves un athlète, que tu le retournes pour que sa tête soit vers le bas et que tu le lâches pour qu'il tombe sur sa tête, c'est illégal. Si tu es dans une amenée au sol et dans le mouvement, la tête de l'adversaire va vers le sol et il plonge sur sa tête, c'est complètement involontaire, donc pas illégal. C'est un peu comparable au high kick de Gaethje contre Poirier. Ouais. Gaethje, il envoie son high kick, il vise la nuque. Poirier tourne la tête. Au début où il lance son high kick, il vise une cible légale. La cible devient illégale parce qu'on a un mouvement de l'adversaire qui rend la technique illégale, mais la technique qui a été envoyée est légale. C'est un peu comme, tu es au sol, tu envoies des coups de marteau sur le côté du visage. L'adversaire tourne la tête, tu en envoies un sur l'arrière du visage. L'arbitre peut pas dire que c'est illégal. Par contre, tu continues quand la tête elle est tournée. Là, tu commences à viser la tête, la partie illégale. Voilà. C'était arrivé pour Cain Velasquez contre Junior Dos Santos. Junior Dos Santos en était aussi plein parce que il y a eu un takedown où c'est sa tête qui est arrivée en première contre le sol, mais c'était dans le mouvement. C'était pas volontaire du tout de piquer. Donc là, c'est vraiment un high crotch. Il soulève, il veut faire tomber à la Daniel Cormier. Dans le mouvement, il y a un contrebalance de Leon Edwards qui tombe sur sa tête. Voilà, c'est dans le mouvement. Il n'y a pas eu de volonté de réaliser le spike. Je classe ça dans un... Alors, il y a 2 trucs qui me plaisent là-dessus. Déjà, c'est un fait de combat parce qu'on sent quand même que Léon, il s'en remet plus. Après, je le trouve vaseux sur 3 et 4. Mais attends, il y a un fait de combat encore plus important et moi, je l'avais déjà remarqué dans plein de combats. 3e, il le gagne de façon nette, claire et précise parce qu'il est dans le dos. Tu te rappelles? Ouais. Mais je pense,
Moi, j'ai regardé ce combat avec Manon et je lui ai dit, tu sais quoi, ça va lui laisser des plumes, ça. Parce que plus de 3 minutes, triangle de jambes fermées sur un mec quand même assez large et athlétique, euh, c'est colossal et ça laisse des traces. C'est quelque chose où tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, où tu perds pas mal de. Tu troubles la circulation sanguine parce que tes jambes, elles sont vraiment compressées dans ce triangle. Et que l'autre, au final, c'est les hanches en fait qui sont compressées chez Belal. C'est pas les voies respiratoires. Donc, c'est des techniques qui te donnent l'assurance de gagner le round, mais qui sont très très fatigantes en termes d'énergie pour les jambes. Et je pense que ça a contribué à son état de fatigue général. Donc pour moi, il y a 2 faits de combat qui sont importants, qui sont donc ce slam. Mais je voudrais y revenir sur le slam parce que c'est pas qu'un slam. C'est pareil. C'est le coach et Belal, c'est l'adaptabilité sur une défense. C'est-à-dire que Ouais. si tu regardes le cage control défensif proactif de Leon Edwards, ça arrivait à un moment, quand c'est loqué, il change de côté. C'est-à-dire que s'il est loqué à Ouais, il fait un droite, split il va squat switcher complètement les renversé. jambes. Mhm. Exactement. Et le seul moyen de défendre ça, c'est de lâcher la saisie qui est sur la taille pour pas reprendre les jambes de l'autre côté et qui te fasse ouvrir et qui viennent travailler en two-on-one ou en wrist control, en contrôle poignet, et de venir chercher une jambe et de décoller. Et pareil, ben jusqu'à présent, ça fait des combats et des combats qui défendent comme ça et qu'il n'y a pas de gars qui. Et là, tu sens qu'ils sont posés sur le système, qu'ils ont dit voilà, quand tu vas être en cache contrôle, qu'est-ce qu'on peut. Il y a un travail technico-tactique, mais il faut applaudir à deux mains. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a fait 2 ou 3 fois pendant le combat. Tu sens que ça a été bossé. C'est pas du hasard. C'est bossé. Donc ça, c'est validé. Euh, Belal, c'est un combattant qui gagne ses combats quand même globalement comme ça. Même s'il a déjà mis des KO, même s'il a touché déjà fort debout, notamment contre Sean Brady, globalement, c'est un combattant de préhension. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est dans le 2 premiers rounds même, il défend la lutte et il rengage en lutte derrière, histoire de montrer moi aussi je sais lutter. Ok, mais là, surtout que tu es un peu fatigué, surtout que tu as déjà pris un coup sur la tête. Mais non, amène-le. Le travail qui a été fait au corps, en genou, en début de combat, il aurait pu être hyper déterminant sur la suite. Mais il y a, à mon avis, c'est bien de montrer que tu sais lutter. Je pense que Manon Blankfield, le takedown de Manon, il est hyper déterminant pour la confiance de l'adversaire. Mais arrivé à un moment, ne remets pas le combat dans une zone où tu laisses une dépense énergétique supérieure à ton adversaire. Tu vois, donc je Ouais. pense qu'il y a quand même un état de fatigue global de Léon Edwards qui est important. Peut-être que ce combat de nuit ne lui a pas convenu, mais il y a aussi des décisions mauvaises qui ont été prises, comme ce triangle de jambes où il n'a rien foutu à part se cramer les jambes, et comme cette surenchère en préhension, en grappling, histoire de dire ben, je peux aussi te lutter. Même si, attends, il l'a très bien fait. Hein. Il fait un crochetage dans le dos magnifique, il fait des trucs super bons, mais est-ce que l'énergie qu'il avait, il fallait pas la garder pour striker dans un domaine où même si Belal a fait beaucoup de progrès, il était clairement en dessous. Ouais, je pense que le premier fait de combat, c'est vraiment la première minute. Edwards n'aime pas travailler sous pression. Edwards est un combattant mesuré, debout, qui a besoin d'espace pour bien s'exprimer, de travailler au kicking range, et on a un Belal qui est venu pour l'étouffer au boxing range, avec du volume, avec de l'intensité. Et au moment où Edwards commençait à penser « Ah, tu veux me boxer en fait ?» bah, il shootait dans les jambes et ça fonctionnait pour lui. Donc je crois que la première minute du combat a directement donné un peu la trajectoire. On a un Edwards qui, dans le premier round, est très percutant debout. Sur la deuxième partie, quand il se relève, ses middle, ses genoux au corps, et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle il y a un juge qui lui donne le round, c'est parce que quand il frappait et quand il touchait, ça touchait plus fort que quand il se faisait toucher par Belal. Et Belal, son amené au sol, c'est une amenée au sol, mais il produit pas grand-chose d'offensif derrière. C'est pour ça que ce premier round est relativement serré. Je le donne tout de même à Belal, mais voilà, ça méritait d'être souligné. Un deuxième round, c'est potentiellement le plus clair pour Edwards avec les 4 amenés au sol, 2 fois la même avec le high crotch à partir du split squat de dos. Troisième round, il le prend, mais comme tu le dis, il avait fait contre Colby Covington. Colby essaye de l'amener au sol, il défend, il amène Colby Covington au sol. C'est un grand moment. Tu l'as fait contre Colby, c'est bon. Ne le refais pas contre Belal Mohamed, où clairement sa seule route vers la victoire, c'est notamment dans ce domaine-là. Le premier round aurait dû être un indicateur pour Edwards. C'est j'aime pas combattre sous pression, tu m'emmerdes avec ta pression,
mais je te touche quand même. Tu me mets trop sous pression, je vais aller chercher le clinch, je vais te mettre un genou, je vais sortir du clinch, peut-être un coude. Le peu de moments où on est à distance, je vais te pointer avec des front kicks dans le bidou. Je vais t'envoyer des middle kicks pour une fois varier avec un high kick. Voilà, je crois que Edwards, il y a eu aussi ce côté fatigue mentale. Il aimait pas être sous pression, il aimait pas l'intensité, il aimait pas le volume de Belal debout non plus, et ça l'a amené à faire des erreurs. Et pareil, tu vois, tu parlais de la garde ici, moi je la kiffe. Hein. Cette garde-là, j'utilise beaucoup en sparring. Mais tu peux pas utiliser cette garde-là sans bouger tes pieds. Edwards, il était comme ça, il restait comme ça. Donc, très beau travail de Belal de contourner ça avec deux fois avec l'uppercut, c'est magnifique. Erreur de Belal de l'utiliser sans bouger les pieds. Tu peux pas être mobile avec cette garde-là, c'est une erreur. Non, vraiment, ce combat, moi, je le résume beaucoup là-dessus. Je finis juste parce que tu as dit un truc intéressant sur le cinquième. Cinquième, il y a 4 minutes 23 secondes de top control pour Belal, qui est plutôt stérile, disons-le clairement, même s'il a mis quelques frappes quand même, plus en tout cas que Léon quand il était dans le dos. Et il y a 30 secondes où il se fait ouvrir à ce niveau-là par un coude. Et il y a 3-4 coups de coude effectifs qui sont quand même relativement puissants, en tout cas qui cherchent la terminaison du combat. Ouais. Moi, j'aime bien ces nouvelles règles, mais quand même, je trouve, à moins de vraiment d'infliger un down et tout, gagner un round en 27 secondes quand tu as morflé pendant 4 minutes 30 ne me paraît pas refléter totalement la réalité de notre sport. Après, attention, je mets des guillemets. Tu prends un KO au foie et tu survis tant que tu peux. Et là, c'est logique. Ou tu te fais downer et tu survis aussi. Tu perds le round en quelques secondes. Là, ne nous trompons pas sur ce que je dis. Là, c'est pas le cas. Malgré tout, il y a un travail de gestion de Belal à la fin. Que ce soit hésitant, ok. Mais bon, voilà. Je trouve que effacer 4 minutes 27 secondes pour 33 me paraissait quand même assez compliqué. Ouais, alors ne me méprenez pas. Je disais pas que le cinquième, je le donne aussi à Belal, hein, clairement. Ce que je voulais dire, parce que c'est peut-être le dernier sujet que je voulais aborder ici, c'est la façon dont Belal a pris certains rounds, avec un contrôle de dos, certes, qui est très intéressant, mais pas beaucoup de recherche de soumission, pas beaucoup de frappes. Tu prends pas un énorme écart par rapport au scorecard. Imaginons qu'on n'est pas à 4 minutes 37 de contrôle, ou 23, peu importe, mais plutôt à 3 minutes 50, que l'autre se retourne, qui met plus qu'un coup de coude. Il y en a un qui t'ouvre d'abord et puis qui l'enchaîne avec d'autres. Ben là, on retourne la tendance. Ça me fait presque penser au dernier combat de Morgan avant de rentrer à l'UFC, où il survit dans une soumission contre une ceinture noire, et puis sur les 30 dernières secondes, il accélère complètement et il lui vole le round, presque à prendre un 18, tellement on est proche du TKO. Donc, Belal doit peut-être c'est peut-être son... Bon, ici, c'est une performance incroyable. J'ai vraiment insisté dessus. S'il y a un axe d'amélioration à Belal, c'est de capitaliser un tout petit peu plus sur les phases de lutte qui sont à son avantage, parce que là, clairement, il perd la position à chaque fin de round, et ça peut coûter cher face à quelqu'un qui est très très agressif dès le moment où il récupère la position. Non, la perf est belle. Maintenant, ça reste très serré, et d'où ma question. Je pense que c'est même la question que tout le monde se pose. Ils vont faire quoi, l'UFC, à ton avis? Ils font une pseudo-trilogie. Ils vont chercher Shafkat. Ils vont chercher. Je suis vraiment curieux de ce que va être la suite. Moi, je pense Shafkat à Abu Dhabi. Il y a quelqu'un en commentaire de YouTube chez nous qui avait dit ouais, si Belal est champion, l'UFC voudra pas le garder champion, donc l'UFC va le forcer à combattre beaucoup. L'UFC Abu Dhabi, c'est dans pas trop longtemps. Je crois que Belal, il serait intéressé de combattre là-bas. Et si Shafkat est prêt, je pense que c'est le combat qui va être organisé. C'est une théorie qui se tient. Je pense que ouais, ça se tient. Ouais. Moi, je vais te le dire, j'aime bien Belal en tant que champion. Le mec, dans ce combat, il a représenté tout ce que j'aime en MMA. Il est venu bien préparé. Il était underdog, donc il a dû trouver son chemin de la victoire qui était une vraie énigme. Il a trouvé son chemin de la victoire et il a appliqué son game plan à la lettre pour imposer son jeu. Si on doit en vouloir à quelqu'un d'avoir eu un combat, moi j'ai bien aimé le combat. C'est vrai qu'il y a certaines phases au sol qui sont pas très intéressantes parce que ça stagne beaucoup. Mais tout ce qui se passe avant, tout le travail stratégique, toute la pression pour pouvoir obtenir les amener au sol, la plupart des amenés au sol sont très très stylés, je trouve. J'ai vraiment pris mon pied. Je vais pas dire que j'ai pris mon pied pendant 25 minutes du combat, mais il y a facile un bon 13-14 minutes de combat que j'ai vachement apprécié en tant que fan. Et Belal représente
la différence entre un King Green qui va jamais rentrer dans le top 10 et les champions à partir de 2024 vers le futur. Tu combats avec une stratégie et une préparation. Si tu veux être numéro 1 mondial, il n'y a que ça. Et j'aime bien ça. Le fan de MMA que je suis est pas super fan de Belal, mais ça, c'est les goûts, ça ne nous appartient pas. Par contre, le coach euh, voit, comme je te l'ai dit, les adaptations, ce qu'ils ont mis en place. Mais c'est magnifique parce que là, c'est vraiment beau à voir et à décortiquer parce que c'est pas quelque chose qu'il faisait précédemment. C'était pas dans son jeu, ça. Le changement de jambe, de passer de la ceinture à single leg sur le changement de jambe, ce sont des adaptations et ça nécessite un travail. Et donc voilà, il mérite d'avoir le dû de son travail. Et le coach aussi, il faut en parler parce que tu fais pas ça tout seul. C'est bien de mettre en avant l'athlète. Je crois que Belal avait dit dans une interview que Khabib lui avait fait un game plan nickel précis. Donc je me demande si s'il n'y a pas une petite influence Khabib dans Moi, cette je te performance parle aussi. de ce que j'ai vu sur les reportages et je l'ai pas vu avec Khabib. Je l'ai vu avec son coach de lutte du début. Non, mais je crois que ça s'est fait en télétravail, tu vois. Genre D'accord. Khabib a dû lui écrire regarde ça, il lui a peut-être envoyé Non, mais, à la Nicolas Haute, tu mais, vois, mais, des vidéos sur mais t'as vu WhatsApp. que Ouais. le mec, c'est le coach. T'as vu que le mec, c'est son coach de lutte, carrément, au lycée. Et en fait, le gars est rentré dans la peau du head coach de MMA et a fait le travail pour pouvoir être efficient malgré que son sport, c'est la lutte. Et tu vois, sur les reportages, les quelques reportages, parce que il y a eu l'UFC a pu rentrer et pas trop RMC malheureusement. Donc c'est vrai que sur le film on voit pas trop Belal d'RMC. Mais si tu vas regarder les embedded et les reportages de l'UFC, tu vois un peu une partie de son camp et tu vois le très gros travail qui a été fait sur le cage control. Et c'est avec son coach de toujours de lutte dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, hein, c'est dimanche matin. Mais ouais, je te dis le style, ok, ça fait partie des goûts de chacun d'entre nous. Mais par contre l'adaptation. Il y a eu plus de... Tu sais, notre sport, pour qu'il soit si beau, il faut que le meilleur gagne. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Et là, force est de constater qu'il y a eu plus de travail fait par le camp Belal que par le camp Léon. Point final. Voilà. Léon Edwards, il est venu avec ses armes. Ils n'ont pas fait de projection sur ce qu'allait se passer pendant le combat. Quand je parle lors de notre coach zone des fameux momentum, c'est à quoi mon athlète va être exposé pendant ce combat. Est-ce qu'il va pouvoir faire son jeu de d'habitude ou pas? Là, la question, elle était très vite répondue. C'était non dès le départ. On l'a vu et comme tu l'as dit, la première minute l'a confirmé. À partir de là, il était opportun de faire des adaptations. Là, je parle comme un livre, hein, j'en sais rien en vrai. Il aurait fallu étudier ça au millimètre, mais peut-être travailler sur le clinch Muay Thai, peut-être travailler sur des déplacements plus importants et faire une prépa orientée avec plus de mobilité, peut-être travailler sur des push kicks, peut-être travailler sur des maigiri, sur des front kicks, j'en sais rien. Mais il y avait une adaptation à faire parce que stylistiquement, c'était évident que le chemin de la victoire allait se porter sur une réduction de la distance et une augmentation du rythme. Point. Ouais. Il y a eu un travail de fait côté Belal, il n'a pas été fait côté Léon. Tu as perdu ta ceinture, maintenant il va falloir 2 ou 3 combats pour aller la chercher parce que malgré sa petite calvitie naissance, il n'a que 32 ans. T'as remarqué sa calvitie aussi après le spike. Je me suis dit, tiens, le spike a fait perdre des cheveux ici. Ouais, mais vraiment, c'est ça. Il y a eu une bonne préparation. D'ailleurs, Brian en avait parlé. Dans le premier combat, les déplacements de Belal étaient exécrables. Et ici, les déplacements de Belal étaient très bons. Et c'était anticipable par le camp Leon Edwards parce que la pression pour lutter à la cage, c'est ce qu'avait fait Belal contre Thompson. Il l'avait fait aussi contre Sean Brady. Hein. Même contre Brady, il avait déjà très bien travaillé sur ses déplacements. Contre Brady, il avait bien travaillé sur ses déplacements, sur sa pression, sur le volume en anglaise. Donc clairement, quand tu parles de loose condition, ça en faisait partie et ça a été pas très bien analysé du côté de Leon Edwards. Mais encore une fois, ça n'enlève aucun crédit à Belal qui a juste sorti le grand jeu. Alors pour clôturer le podcast, on en a déjà parlé, mais Dana White est une enflure, preuve numéro 852, à la conférence de presse d'après-combat. Il dit, attends, parce que ça c'est une façon. Les pires managers dans des entreprises sont ceux qui s'expriment de la sorte. Vous pouvez remercier les combattants de ce soir parce qu'à cause d'eux, je n'augmenterai plus jamais les bonus. Alors, en termes de communication, ça n'appelle pas du tout au respect. C'est vraiment, je trouve ça immature, je trouve ça puéril, je trouve ça nul. Et surtout que
il n'y a aucune remise en question. Tu ne te demandes pas pourquoi ça n'a pas été à la hauteur de tes attentes. C'est parce que tu as vu lui vendre, à mon avis, 45 000 pay-per-view en plus parce que c'est aux heures américaines, parce que ce n'est pas ce pay-per-view-là qui aura vendu beaucoup. Hein. Donc, une des raisons, on en a parlé, une des raisons, c'est probablement le choix de l'UFC de faire ça de nuit. Je pense que ça n'a pas contribué. Tu me pardonneras et tu sais que j'ai des relations bonnes ou mauvaises encore avec lui, donc je ne peux pas, avoir l'esprit critique aussi étendu que toi, parce que j'ai encore. Là, au moment où on se parle, on est encore en égo avec l'UFC, donc c'est pas facile. Cela étant, non, je te dis, je pense vraiment que le piège entre guillemets de ces horaires de nuit, et on l'avait déjà dit, je suis content parce que ça nous donne raison sur le coach talk. On avait dit que, bon là, les athlètes les plus fortunés, Belal lui n'était pas gêné, mais les athlètes, et sachant que Belal n'est pas venu au dernier moment, il est venu 3 semaines en avance, puisque pareil, pour ceux qui ont regardé le Embedded, il avait déjà loué une baraque, il est descendu avec son équipe, son cuisinier et pas mal de staff 3 semaines, presque un mois avant le début de l'événement. Cela étant, il fallait effectivement de l'argent pour pouvoir s'adapter à ces conditions. Les gens les moins fortunés, entre guillemets, de la prélim et de la early prélim, effectivement, il est possible que la contre-perf, les contre-perfs, parce qu'il y a quand même quelques combats ennuyeux. Moi, j'ai regardé la carte ce matin après le main event. Ouais, on va pas se le cacher, il y a des combats qui sont pas optis. Mais globalement, je pense que déjà, le fait de faire un événement de nuit n'allait pas de pair avec la performance. Pour le conforter, je reviens sur cette… Vas-y. Ouais, moi, la petite parenthèse, c'est t'as aussi moi, je pense que le public a un impact sur les performances aussi. Je pense qu'il y a une énergie qui est dans l'arène qui peut faire que les combats sont mieux ou moins bons parce que tu es galvanisé en tant que combattant. Et donc, avoir un bon speaker, pour tous ceux qui veulent organiser des événements, avoir un bon speaker, c'est très important parce que ton bon speaker va mettre une bonne ambiance dans le public, ce qui va te permettre d'avoir des combattants qui sont plus galvanisés par le public et offrir des meilleures performances. Et là, tu fais un événement de nuit. Au-delà d'une préparation qui n'est pas optimale pour les combattants, tu as aussi un public qui est muet. Ça n'aide pas à la performance. Voilà, je te repasse la balle pour ce que tu disais par rapport… Ouais. Les précédents n'ont jamais été bons. Ou alors dans des années fortement reculées, tu vois. Aujourd'hui, le MMA, on sait que le sport que c'est devenu, avec l'intensité physique, les volumes, on a beaucoup de data. Et le précédent de 2021 n'avait pas laissé un souvenir fabuleux. Et après, aller se référer à 2013 ou 2015, je ne sais pas, il y avait encore Yann Freeman sur la carte de nuit. C'est sa fille qui combat maintenant au Cage Warrior. Donc, tu t'imagines un peu les temps reculés qui étaient ceux-là. Donc non, il y a des précédents qui sont pas fameux. Il était évident que ça laissait pas propice à la performance. Point. Après, je pense que tu as raison. Le public y joue aussi, les horaires y jouent aussi. Il y avait beaucoup de choses. La carte, pourtant le casting était pas mal quand même. Attends, pas mal du tout. Là, on s'est cantonné entre guillemets à 4 combats, mais il y avait plein de combats sur le papier, en tout cas, qui étaient… Je crois qu'il y en avait 14 de combats sur la fight card qui étaient extrêmement intéressants. Et c'est vrai que pour avoir fait… je me suis tapé la prélim et la early prélim avant d'aller courir, avant notre podcast. Ouais, c'était quand même pas opti, soyons honnêtes et vrais dans nos discours. Voilà. Bon, très bon tour. Récap XXL, c'est fait. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. Aldric, merci beaucoup pour la disponibilité et les magnifiques échanges. On se reparle cette semaine. Ciao, ciao les amis. Salut à tous.